Bonjour, monsieur Cohen. Bonjour. Ok. Bonjour, monsieur Cohen. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Cohen. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette opportunité à la Voix de l'Afrique du Canada pour s'entretenir un peu avec vous concernant votre nouveau livre qui vient de sortir, L'esprit de l'homme fort africain. Et là, je vois Nelson Mandela, Houphouët, Mouzé, Mobutu en toque de léopard, et un président que je ne connais pas en lunettes, et puis il y a Omar Bongo. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette audience. Plaisir pour moi. Ok. On aimerait commencer par votre livre, premièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit dans ce livre? Pendant ma carrière comme diplomate de 38 ans, j'ai voyagé beaucoup en Afrique. J'étais à 5 ambassades américaines en Afrique. Donc, j'ai connu beaucoup de chefs d'État, surtout de la première génération et deuxième génération. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec eux, tête à tête. Et j'ai décidé d'écrire sur ces gens-là parce que c'est grâce à eux que l'Afrique est dans un état comme il est maintenant, difficultés économiques, etc. Et je crois que des bouches de ces hommes, on peut mieux comprendre l'Afrique. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller en Afrique? Vous êtes américain, vous étiez probablement très jeune. Pourquoi l'Afrique? J'ai commencé ma carrière juste au moment quand les pays africains devenaient indépendants. Et j'ai dit, ça peut être très intéressant de voir comment ça va évoluer. Et j'ai opté pour avoir une carrière en Afrique. J'ai pas de regrets, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ah oui, c'est très très intéressant. Et quel est votre bilan final sur l'Afrique que vous avez vu dès l'indépendance jusqu'à actuellement? Je crois que les gens, les populations ont beaucoup d'énergie. Ils sont très entreprenants. Avec un bon leadership, l'Afrique peut devenir très riche, très important. Je crois que les premiers dirigeants ont eu des mauvais conseils. C'est-à-dire, à l'époque, en 1960, l'Angleterre et la France étaient des pays socialistes. Donc, ils ont conseillé aux chefs d'État africains, il faut tout nationaliser. Il faut que toutes les industries sont de l'État. Et ils ont suivi ce conseil, mais c'était une erreur. Toutes ces industries ont commencé à perdre de l'argent parce qu'ils ont voulu faire de l'emploi. Donc ils ont embauché trop de monde. Il faut la concurrence, il faut la société civile, il faut un média libre, etc. Mais maintenant ça change, je crois. Il y a une nouvelle génération qui arrive, les gens comme Macky Sall, par exemple. Et je crois qu'ils vont tout changer. Et aussi, ils avaient des difficultés avec les ventes à l'étranger, les prix changeaient beaucoup. Et finalement, ils ont inventé le système politique du parti unique. Parti unique africain, et je crois que ça s'est tombé dans la corruption. C'est très mauvais d'avoir un seul parti. Il y a une nouvelle génération qui arrive, les gens comme Macky Sall, par exemple, et je crois qu'ils vont tout changer. Ah, mais c'est très intéressant. Et concernant la RDC, par exemple, vous venez de parler de Macky Sall au Sénégal, qui est probablement exemplaire, après avoir vu ce qu'il a fait en Gambie. Oui. Est-ce que vous pensez que cela peut être répliqué ailleurs en Afrique? J'espère, parce que de plus en plus maintenant, l'Union africaine n'accepte plus les dictateurs ou les coups d'État. Et je crois que on va faire ça de plus en plus maintenant. Ok. Et concernant la RDC, dont vous connaissez très très bien, et vous en êtes devenu même un spécialiste parce que récemment je vous ai suivi sur RFI en train de parler sur la RDC et avec d'autres journalistes du Congo qui viennent régulièrement vous poser des questions ou avoir un peu une idée de ce qui se passe dans la tête des gouvernants américains.
Que pensez-vous de M. Kabila, dont, je vous rappelle, vous aviez dit qu'en 2016, le 19, c'est fort possible qu'il soit chassé du pouvoir parce qu'il a mal travaillé. Ah oui. Oui. Moi, je crois dans les constitutions. Il faut appliquer les constitutions. Donc, en RDC, le moment pour une élection, c'était novembre 2016. Et selon la Constitution, ça doit être le dernier mandat du président Kabila. Donc, la première péché, c'était de ne pas avoir une élection, n'est-ce pas? Ils n'ont pas donné de l'argent et ils n'ont pas eu d'élection. Donc, à mon avis, en décembre, la date de décembre 19, le président Kabila a cessé d'être le président élu, mais il est devenu le président temporaire, le président intérim. Il n'est plus le président élu, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très important. Et la Constitution dit qu'il peut continuer à être président jusqu'à l'élection de son successeur. Mais comme il n'est plus le président élu, il faut qu'il partage le pouvoir. Et surtout, il faut donner le pouvoir à l'opposition, ce qui est en train d'être fait selon les nouvelles de Senko. Oui, parlant de la Senko, nous pouvons dire par exemple qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de demandes, il y a toujours de réunion en réunion, de report en report, et la plupart des spécialistes finissent par dire que M. Kabila serait en train de bloquer pour qu'il y ait encore un glissement déjà qu'on a eu en RDC durant cette transition. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner concernant ce blocage politique? Nous savons, selon certains spécialistes, que c'est lui qui serait derrière tout ça. Oui, j'ai peur que le glissement va continuer. D'abord, je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour les archevêques. Il y a longtemps, j'ai été l'ami intime de cardinal Malula. Et j'ai beaucoup de respect parce que les archevêques sont des patriotes, ils sont des bons Congolais. Et je crois que la Senko est une bonne chose parce que la Senko voudrait éviter la violence. S'il n'y a pas une procédure comme la Senko, les gens seront dans la rue, il y aura beaucoup de problèmes. Mais quand même, je crois qu'il y a une base de dire que j'ai peur que le glissement va continuer. Donc j'espère que le Senko va terminer la discussion si ça ne marche pas, et après ce sera la communauté internationale qui va agir, à mon avis. Et que pensez-vous de la réponse du gouvernement américain au cas où il n'y a pas accord, ou l'accord qu'ils ont signé entre Kabila, la Senko et l'opposition n'est pas appliqué? Que peut être la réponse du gouvernement américain, spécialement c'est des républicains qui ont pris le pouvoir maintenant? Oui, comme vous savez, le gouvernement du président Obama a fait un certain volume de pression sur le gouvernement de Kabila. Ils ont mis des sanctions contre 4 individus, dont le ministre Bochab, le chef de ANR et d'autres. Donc, le gouvernement d'Obama était vraiment très dur contre Kabila. Donc, on peut poser la question, maintenant, est-ce que le gouvernement de Trump va changer? Et à mon avis, le gouvernement ne va pas changer. Pourquoi j'ai dit ça? L'autre soir, j'ai vu le président de la commission sur les affaires étrangères de la Chambre des États-Unis, M. Royce de Californie. Et lui m'a dit, je vais continuer la même politique, faire pression sur Kabila, qui termine son mandat et s'en aille. Et lui est très puissant, parce que c'est un républicain, et il peut parler avec M. Trump n'importe quand, tous les jours. Il dit, nous allons continuer la même pression. Et c'est la même chose pour le président de la sous-commission sur l'Afrique, M. Smith, qui vient de New Jersey. Lui est très dur
avec ce problème. Et aussi, les sénateurs et les députés démocrates ont le même avis. Donc, à mon avis, le nouveau ministre, M. Tillerson, et le président Trump lui-même vont suivre les conseils de ces gens qui ont beaucoup d'expérience avec l'Afrique. Et concernant l'Afrique, est-ce qu'il y a déjà eu nomination pour le Monsieur Afrique de M. Trump? Non. Le sous-secrétaire d'État? Non, pas encore. Ils sont toujours en train de chercher. Parce que d'abord, M. Tillerson, le futur ministre pour les Affaires étrangères, n'est pas encore confirmé par le Sénat. Donc, quand il est confirmé, il va commencer à regarder les dossiers pour les sous-secrétaires d'État. Ah, c'est pas M. Trump qui nomme le sous-secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est M. Trump qui nomme, mais avec les conseils de ministres. Ah, ok. C'est pour qu'on puisse comprendre un peu, parce que de plus en plus j'entends parler que M. Fan, le directeur de l'Atlantic Council, oui, il est un candidat. C'est un des candidats. Oui, oui. Ah, ok. Donc potentiel sous-secrétaire d'État. Potentiel, c'est ça. Ok. En tout cas, ça a l'air intéressant. Maintenant, une autre question qui circule un peu partout en RDC, et les politiciens en parlent. Moi-même, ici, je suis arrivé à Washington, tout le monde en parlait. Il semblerait que M. Kabila a dépêché une dizaine de membres de son gouvernement ou de ses conseillers pour rencontrer pas le président Trump, mais pour rencontrer les gens les lobbies. Oui. Les lobbies, et que ces lobbies auraient promis, après avoir reçu des millions de dollars, selon ce qu'on nous a dit, auraient promis aux conseillers de M. Kabila que M. Trump et le Congrès vont changer leur position sur les sanctions et laisser M. Kabila faire un référendum pour changer la Constitution et rester président en vie. Vous pensez que cela est faisable? D'abord, je ne suis pas au courant qu'il y a des gens qui sont venus ici. Normalement, je dois être au courant, donc c'est possible qu'ils ne sont pas encore là, ils vont venir. Mais ce sera très difficile. Ils ont déjà engagé un lobby républicain il y a 6 mois. Ils ont payé 850 000 dollars et ça n'a rien donné, malgré le fait que le Congrès est contrôlé par les républicains, même sous Obama, c'était républicain. Ils n'ont pas fait de grandes choses pour M. Kabila. Et ce seront les mêmes députés et sénateurs qui restent là, qui sont là. Ils étaient réélus. Donc je crois que ça ne va pas donner grand-chose. En général, l'Afrique n'est pas un sujet républicain ou démocrate. Les deux sont d'accord. Ils n'ont pas de disputes sur l'Afrique. Tous les deux, républicains et démocrates, sont pour l'avance de la démocratie, que les dictateurs s'en aillent, tout ça. Donc je crois qu'ils n'auront pas beaucoup de chance avec un lobby. Eh bien, c'est intéressant. Et que pensez-vous de M. Mende, le ministre de l'Information, de M. Kabila, qui aujourd'hui, j'ai lu sur Internet, sur un site web, où il demande à M. Trump, le nouveau président élu des États-Unis, de ne pas s'ingérer, en fait il le met en garde, de ne pas s'ingérer dans les affaires de la RDC. Que pensez-vous de telles déclarations? Oui, c'est pas très intelligent de faire ça, parce que j'ai l'impression qu'il donne un ordre au président des États-Unis. C'est pas très intelligent de faire ça. En général, je crois que M. Trump n'a pas un intérêt de s'ingérer, mais pour appuyer une constitution démocratique, il va le faire, il va l'appuyer, n'est-ce pas? Ah ben, j'espère qu'à Kinshasa, ils vont comprendre cela. Et pour terminer notre entretien, est-ce que vous pensez que M. Trump, qui cherche le bonheur des Américains en suivant le message qu'il donne, American First, est-ce que vous pensez vraiment que c'est dans son intérêt de travailler avec des gens qui sont des dictateurs, des tueurs, des voleurs, comme ce qui se passe en RDC, là où il y a des charniers un peu partout? Oui, M. Trump va pas regarder
quel chef d'État est honnête et tout ça, est gentil. Il va chercher comment les Américains vont avoir des avantages dans les pays pour le commerce extérieur, pour les investissements. Pas. Et ce qu'il va constater en RDC avec M. Kabila, que ce n'est pas un bon endroit pour investir. Parce qu'il voit que M. Kabila prend de l'argent de la GECAMINE et le dépense ailleurs, au lieu de donner ça à la population, n'est-ce pas? Et il dit qu'il va constater qu'avec M. Kabila, ce n'est pas un endroit où les investisseurs peuvent avoir l'assurance d'avoir leur contrat appliqué, tout ça. Donc il va dire aux sociétés américaines, évitez le Congo tant que M. Kabila est président. Mais s'il y a du changement, si quelqu'un est élu démocratiquement, les portes sont ouvertes, les investisseurs doivent aller. Et avec votre expérience, quand vous parlez de quelqu'un d'être élu, là, je vais un peu vous déranger avec cette question. Qui pensez-vous peut être président de la RDC après tout le monde qui a défilé, après tout ce qui s'est passé? Et nous sommes maintenant en transition. Théoriquement, il y aura élection en 2017 ou glissement. Qui pensez-vous peut être président? Oh, écoutez, c'est pas moi qui va choisir votre président. Selon l'expérience, vous avez connu des hommes forts en Afrique. Et maintenant, bon, il y a des gens qui militent, je ne parle pas de l'Afrique, mais de la RDC. Oui. Parmi tous ces gens qui déclarent être président ou qui cherchent à être président. Oui, je ne connais pas tout le monde qui sont présidentiables au Congo parce que je n'ai pas voyagé là-bas. Mais je connais plusieurs candidats que je respecte. Par exemple, M. Matangulu, il habitait ici longtemps, je l'ai connu. C'est un professionnel, un homme qui connaît très bien les finances. M. Katumbi est venu ici quelquefois pour l'Atlantic Council. C'est un homme d'affaires réussi, il est très intelligent, j'ai beaucoup de respect pour lui. M. Kamere est venu ici, il a fait des discours devant les universités, il est très bien à mon avis. M. Bemba qui est en prison, je l'ai connu quand il était vice-président, M. Bemba, et je crois qu'il avait un très bon discours, il est très raisonnable. Donc le présidentiable ne manque pas au Congo. Mais qu'est-ce qui manque? Il faut l'honnêteté, le sens de la démocratie. Et il y a pas mal de bons Congolais. Et un conseil à M. Kabila? J'ai travaillé avec son père. J'avais du respect pour son père parce qu'il voulait faire de bonnes choses pour le Congo. Mais M. Kabila a déçu parce que j'ai constaté, selon les journaux, des gens qui ont parlé, par exemple, il a pris l'argent de la GECAMINE et il a dépensé ça pour acheter des choses pour lui et sa famille. C'est pas bien ça, parce que l'argent de la GECAMINE appartient au peuple congolais. Et je ne vois pas beaucoup d'avance sur l'économie. Par exemple, entre 2005 et 2011, le prix du cuivre était le plus haut d'histoire. C'était 5 $ la livre, pas tonne, la livre. C'est l'équivalent, la production pour le Congo était l'équivalent de 600 000 barils de pétrole par jour, le revenu qui arrivait. Mais je n'ai pas vu beaucoup d'avance sur le plan économique. Les gens sont aussi pauvres qu'avant, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion, dans la gouvernance de M. Kabila. Et que peut être la solution finale s'il ne respecte pas l'accord, il refuse de quitter les élections, de quitter le pouvoir et qu'on n'organise même pas les élections? Ici, M. Kabila a envoyé son ambassadeur itinérant, est venu ici souvent, c'est M. Karubi Kikaya. Oh, ouais. Il parle bien, son anglais est excellent, il a parlé à beaucoup d'organisations, il dit, je vous assure que dès qu'il y a une élection, M. Kabila va partir. Donc, j'espère qu'il n'a pas menti.
Et donc, beaucoup d'Américains ont écouté, ils ont dit, bon, d'accord, très bien. Donc, si tout change, s'il n'y a pas d'élection, si les codes de 5 ans ne sont pas appliqués, si la Constitution est violée, donc il y aura des problèmes. La communauté internationale va être très dure avec ça. Et pas seulement les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'Angleterre. Donc il y aura des sanctions très très lourdes, je crois. Ok, André, il a une question. Oui, En anglais ou... Oui, c'est toujours en français. Monsieur Cohen, je suis très content aujourd'hui de vous voir. J'ai quelques questions de vous poser. Si aujourd'hui M. Kabila ne quitte pas le pouvoir, quel est le plan des Américains pour le futur de l'Afrique? Parce De que la RDC. de la RDC et de l'Afrique aussi. C'est l'Afrique centrale. Parce qu'on a beaucoup de pays asiatiques, comme les Chinois, qui sont déjà au terrain, fait n'importe quoi. Ça doit chuter la puissance des Américains. Quelle est votre idée, quelle est votre réponse de cette transition des Chinois dans le Congo à partir du gouvernement de Kabila? En ce qui concerne les Chinois, l'Amérique ne voit pas les Chinois comme une menace pour les Américains. Les Chinois font des infrastructures. En échange, ils ont des matières premières. C'est ça qui compte. Les Chinois n'ont pas d'idée pour la politique. Si le pays est un dictateur, si c'est démocratique, ça ne les regarde pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'échange d'infrastructures contre matières premières. 60 000 barils par jour, je vous fais une route, c'est comme ça. Ce n'est pas une menace pour les États-Unis, mais c'est un problème pour les Africains. Parce que d'abord, ils prêtent de l'argent et donc les Africains s'endettent. Ils ont des difficultés pour rembourser. Et deuxièmement, le travail pour l'infrastructure vont vers des sociétés d'État chinois. Et souvent, quelques sociétés ne sont pas de bonne qualité. Il y a des sociétés américaines maintenant qui gagnent de l'argent pour l'infrastructure que les Chinois ont fait, par exemple les aéroports. Après 3 ans, la piste de l'aéroport s'effondre. Donc ils appellent les sociétés américaines de réparer tout ça. Donc ce n'est pas un panacée, la Chine. La Chine n'est pas un panacée. Mais c'est dommage que la Chine n'insiste pas sur un système démocratique. Mais les Chinois ne donnent pas de charité. C'est toujours échange. C'est le troc avec les Chinois. Donc les Américains doivent suivre leur politique et les Chinois suivent leur politique. Oui, à cause de cela, je voudrais encore augmenter ça. Sur le plan américain, aujourd'hui, les Américains, puisque prendre la charge de mettre la construction et mettre l'économie en RDC, puisque encadrer la population et le gouvernement. Je crois que si il y a un bon gouvernement au pouvoir, il faut commencer avec ça. Par exemple, aujourd'hui, M. Katumbi peut prendre le pouvoir. Si c'est lui, oui. Je crois que selon ce qu'il a dit, il va essayer d'avoir une bonne gouvernance. Oui. Donc si ça arrive, je crois que la première chose sera la Banque mondiale. La Banque mondiale va l'encadrer. Et ils ont des experts non politiques qui vont aider à faire du planning pour l'infrastructure. Par exemple, il y a un grand déficit d'électricité au Congo. Donc avec la Banque mondiale, on peut faire INGA 3, INGA 4. Au Katanga, il y a des grandes possibilités pour les petits barrages hydroélectriques. Oui. Et ils peuvent aider M. Katumbi, un autre président, à organiser. Souvent, ce n'est pas une question de volonté,
c'est une question de gestion, n'est-ce pas? On peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'équipements, si la gestion n'est pas bonne. Donc la Banque mondiale, FMI peut aider ça. Ce n'est pas nécessaire pour l'Amérique ou pour l'Union européenne de faire ça. Il y a des organisations qui sont financées par nous, qui sont disponibles pour ça. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. On vous remercie pour les bonnes réponses que vous aviez données. Et on espère vous revoir, si pas ici à Washington. En tout cas, vous êtes les bienvenus au Canada pour présenter votre livre. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur.